Welcome to French Avenue. Microphone. Welcome to French Avenue microphone. On se penche aujourd'hui sur une question qui a l'air toute simple. Un ami demande « Alors, ta journée d'études ?» Ah, la question classique. Voilà. Et la réponse facile, c'est « bien » ou « crevante ». Mais les sources qu'on a sous les yeux, en fait, elles suggèrent que cette simple question, c'est une invitation. Une invitation à raconter une histoire. Exactement. Et c'est là-dessus qu'on va se concentrer. Comment on transforme le compte-rendu d'une journée en un récit qui a du relief, une tension, bref, quelque chose qui vaut la peine d'être écouté. C'est une excellente façon de poser le problème. On n'est pas là pour faire une leçon de français, en fait. Non. On est plutôt là pour faire de l'ingénierie narrative à l'envers, si on veut. On a une histoire, celle d'une étudiante, Léa, qui sert un peu de fil rouge. Notre mission, c'est de démonter sa journée pour comprendre les mécanismes qui la rendent intéressante. Démonter, j'aime bien l'idée. Oui, on va regarder les mots qu'elle utilise, la structure de ses phrases et surtout les choix qu'elle fait, conscients ou non. C'est ça qui transforme une suite d'événements en une véritable expérience. J'aime beaucoup cette idée d'ingénierie narrative. Alors, si on commence par les fondations, les briques élémentaires, ce sont les mots. Oui, Mais je suppose qu'on ne parle pas juste de lister table, chaise, livre. Qu'est-ce qui fait qu'un mot devient un outil narratif puissant dans ce contexte? ce qui est fascinant, c'est de voir que les mots les plus efficaces, ce ne sont pas les plus rares. Ce sont ceux qui sont chargés de sens, un sens partagé. Ah oui, Prenez les lieux. Les sources mentionnent la bibliothèque, la salle de classe. Ce ne sont pas des décors neutres, tu vois. La bibliothèque, c'est tout de suite le silence, la concentration. peut-être même une légère angoisse. Voilà. Alors que la salle de classe, c'est le bruit, l'échange, l'attente. Un exemple dit très bien. Le soir, la bibliothèque est moins pleine, idéale pour étudier. D'accord ? Cette phrase, elle ne décrit pas seulement un lieu, elle révèle une stratégie, une personnalité. On a affaire à quelqu'un qui cherche la tranquillité. C'est vrai, ça crée tout de suite une image mentale, un contexte, émotionnel. Et ça doit être la même chose pour les objets, bien sûr. On a les classiques, feuilles, ordinateur, stylo, livres. J'imagine que le simple fait de mentionner un ordinateur qui plante, c'est beaucoup plus puissant que de dire « j'ai eu un problème technique ». Exactement. C'est le pouvoir du détail. Un détail spécifique et universel. L'ordinateur qui plante, c'est une micro-tragédie moderne que tout le monde a vécue. Ça crée une connexion immédiate. Oui, tout le monde connaît ça. Et les sources donnent d'autres exemples, plus subtils, comme « mon stylo préféré est bleu » ou « j'ai cassé mon stylo ». Ça paraît anodin. Ça peut paraître anodin, mais ça humanise le narrateur. On n'est plus face à un étudiant anonyme, mais face à quelqu'un qui a des attachements, des contrariétés, minuscules, mais qui rendent son récit tangible. Réel. Je vois l'idée, mais est-ce qu'il n'y a pas un risque de tomber dans le banal ? Si on passe trop de temps sur le stylo cassé, est-ce qu'on ne perd pas le fil de l'histoire principale, le fameux projet ou l'examen ? C'est une excellente question et tout est dans l'équilibre. Le détail n'est pas là pour lui-même. Il doit servir l'histoire. D'accord. Le stylo cassé, s'il arrive juste avant un examen important, il devient un symbole. Un symbole de la malchance ou du stress qui monte. L'ordinateur qui plante pendant une présentation, c'est le cœur du drame, tu vois ? Le détail doit amplifier l'émotion, pas la diluer, c'est ça. Et c'est là qu'on arrive au troisième type de vocabulaire, peut-être le plus important, celui des sentiments. Stress, motivation, fatigue, concentration. Ces mots, ce sont le moteur de l'histoire. Oui, parce qu'une journée d'études, ce n'est jamais juste une liste de tâches. C'est une bataille constante entre la motivation du matin et l'épuisement du soir. Entre la concentration et les 1000 distractions. Oui, c'est cette tension qui est intéressante à raconter. Précisément, et les sources montrent bien cette dualité. Le succès d'une bonne note, ça alimente la motivation, alors que la difficulté d'un devoir, ça génère du stress. Le récit d'une journée, c'est l'histoire de la navigation entre ces deux pôles. Donc raconter sa journée, ce n'est pas dire « j'ai lu 50 pages ». Non, c'est dire « j'ai lutté pour rester concentré pendant 2 heures, mais j'ai réussi à finir ce chapitre et ça m'a redonné de l'énergie ». La deuxième version, c'est une histoire. D'accord. Donc on a les mots qui créent le décor, l'empathie, l'attention. Mais une liste de mots, même très évocateurs, ça ne fait pas un récit. Non, bien sûr. Comment est-ce qu'on les assemble pour que ça prenne vie, pour que ça avance? C'est là que la grammaire entre en jeu, j'imagine. Oui, mais pas la grammaire comme un ensemble de règles ennuyeuses à respecter. Heureusement. Plutôt comme la boîte de vitesse du récit. Et l'outil principal, celui qui fait avancer l'histoire, c'est le passé composé. Ah!
Dans les récits efficaces, on observe une succession rapide d'actions au passé composé. Je suis arrivé, j'ai ouvert mon livre, j'ai commencé à lire. Ça crée un rythme, une dynamique. Attends, c'est intéressant. Donc le passé composé serait le mode action. Qu'en est-il de l'imparfait alors? On l'oublie complètement quand on raconte une journée? Au contraire, c'est le contraste entre les deux qui crée la richesse du récit. L'imparfait, c'est le bouton pause. Pause. Oui, l'arrêt sur image. Il sert à décrire le décor. Le soleil brillait à travers la fenêtre. Un état d'esprit. J'étais fatigué. Ou une action en arrière-plan. D'accord, comme une toile de fond. Voilà. Un bon narrateur joue avec cette alternance. Il peut construire une longue scène d'action au passé composé, puis, tout à coup, il bascule à l'imparfait pour décrire un sentiment, un détail. Ça ralentit le temps, ça crée une attente, une tension avant que l'action ne reprenne. C'est une technique purement cinématographique. Je n'y avais jamais pensé comme ça. Ce n'est plus une règle de concordance des temps, c'est un choix de réalisation. C'est exactement ça. On choisit où la caméra, si on fait un travelling rapide ou un plan fixe. C'est ça. Et pour guider le spectateur, le narrateur utilise des balises, les fameux marqueurs temporels. D'abord, ensuite, plus tard, finalement, il structure le récit de manière chronologique. C'est la structure la plus simple et souvent la plus efficace. Mais est-ce que les récits les plus captivants ne sont pas justement ceux qui jouent avec cette chronologie, qui commencent par la fin ou par le moment le plus intense? Absolument. Commencer in medias res, en plein milieu de l'action. Oui, genre, mon ordinateur venait de planter et il me restait 10 minutes. Voilà, c'est une technique très puissante pour happer l'auditeur. Mais même dans ce cas, le narrateur devra tôt ou tard revenir en arrière et utiliser ses marqueurs pour expliquer comment il en est arrivé là. Ah oui, d'accord. 1 heure plus tôt, tout allait bien. D'abord, j'avais terminé mes recherches. Ces outils restent essentiels, même dans une narration plus complexe. Ils sont le fil d'Ariane du récit. On a donc le vocabulaire pour la couleur et la texture, et la grammaire pour le rythme et la structure. Je pense qu'on est prêt à voir comment tout ça s'orchestre dans un cas concret. Allons-y. Plongeons dans l'histoire de Léa. Comment commence sa journée? Sa journée commence avec une forte dose de motivation. Réveil à 7 heures, projet final en tête, podcast sur l'innovation dans le métro. Le décor est planté. Le récit utilise des verbes d'action rapides au passé composé. Mais ce qui est très malin, c'est le premier dialogue. Avec sa colocataire, Inès. Oui, Inès lui lance « Tu as l'air pressé ?» et Léa répond « Oui, j'ai un plan ». En 2 répliques, on a tout compris. Elle n'est pas juste dans l'agitation, elle est dans la maîtrise, elle a une intention. C'est une efficacité redoutable. Ça me fait penser à la fameuse règle du « show, don't tell ». Montrer, ne pas dire. Le récit ne nous dit pas « Léa est organisée », il nous le montre à travers cette petite interaction. Précisément. Mais bien sûr, un bon récit a besoin d'un conflit. Et le premier obstacle arrive l'après-midi pendant un atelier. L'ordinateur d'une camarade, Émilie, plante au moment crucial. Ah. Le logo de leur projet ne se charge pas. Et là, le vocabulaire du défi entre en scène. Difficulté, stress, le fameux drame universel de la technologie qui nous trahit. Comment est-ce qu'elles s'en sortent? La résolution est intéressante parce qu'elle est à la fois simple et porteuse d'une leçon. La professeure, Madame Leroy, intervient et elle donne la solution technique. Convertir le fichier en PNG. Ok, une solution pratique. Mais elle ne s'arrête pas là. Elle ajoute une phrase qui est une véritable morale. La technique, c'est comme les études. Il faut être patiente et chercher des solutions. Ah, c'est bien vu. L'histoire ne se contente pas de raconter un problème et sa résolution. Elle en tire une sagesse, un enseignement. C'est un point clé. Le récit gagne en profondeur. Il ne s'agit plus seulement d'une anecdote, mais d'une fable. Et après ce pic de tension, j'imagine que le rythme ralentit un peu. Oui, la scène suivante est un moment de pause, le repas avec son amie Marie. C'est là qu'on pourrait imaginer un peu d'imparfait pour décrire l'ambiance du café, la conversation. Un moment de décompression, voilà. Et une information importante tombe. Leur examen est repoussé. C'est le soulagement. Le récit montre bien cet équilibre nécessaire dans une journée. Des moments de travail intense et des moments de lien social qui permettent de recharger les batteries. Mais l'histoire ne s'arrête pas sur cette note positive. Il y a un deuxième tournant, beaucoup plus personnel cette fois. Oui, c'est le point de bascule de la journée. Léa reçoit un message de son père. Sa grand-mère est malade et hospitalisée. Le stress change complètement de nature. Il n'est plus académique, il devient familial, émotionnel. Un dilemme que beaucoup d'étudiants connaissent. Comment gérer l'urgence personnelle quand on est submergé par les obligations? Exactement. C'est là que le personnage se révèle vraiment.
Qu'est-ce qu'elle fait? Sa réaction montre sa maturité. Elle ne choisit pas l'un contre l'autre. Elle décide de partir voir sa grand-mère, mais son premier réflexe, c'est d'organiser la suite du travail. Elle gère. Elle appelle Émilie pour s'assurer de récupérer les notes. Elle gère la crise avec une efficacité impressionnante. Elle est à la fois studieuse, responsable, et Et solidaire. le récit met en valeur sa capacité à naviguer entre les deux mondes. Et comment se termine l'histoire? Comment cette journée si intense se conclut-elle? La fin est très parlante. Après avoir passé du temps à l'hôpital, elle rentre et elle se remet au travail jusqu'à 22h30. Waouh! Le récit se termine sur son état épuisé, mais contente. Et puis vient la pensée finale, la véritable conclusion de son voyage intérieur. Elle pense « Aujourd'hui, j'ai appris que les études ne sont pas tout. La vie, c'est aussi des moments de solidarité. » Attends, c'est ça la clé? Je n'avais pas vu ça comme ça au départ. Je pensais que c'était juste une histoire de bonne gestion du temps. Mais en fait, le vrai conflit, la vraie leçon, c'est l'arbitrage entre le monde académique et le monde personnel. C'est ça. C'est beaucoup plus profond. C'est toute la puissance d'un bon récit. Il part d'une situation banale, une journée d'étudiante, et il l'utilise pour explorer un thème universel. L'histoire de Léa, ce n'est pas l'histoire d'un logo qui ne se charge pas. Non. C'est l'histoire de quelqu'un qui apprend à hiérarchiser ses priorités, qui comprend que la réussite ne se mesure pas seulement en notes, mais aussi en qualité de relations humaines. Le simple compte-rendu est devenu le récit d'un apprentissage. Alors, si on essaie de synthétiser, pour transformer le récit d'une journée d'études en une véritable histoire, qu'est-ce qu'on retient? Ce n'est pas juste une question d'avoir le bon vocabulaire ou la bonne grammaire. Non, il faut d'abord choisir des détails qui créent de l'empathie et ancrent le récit dans le réel. Le stylo cassé, l'ordinateur qui plante. Les détails universels. Ensuite, il faut jouer avec le rythme narratif en utilisant le passé composé pour l'action et l'imparfait pour les pauses, pour créer de la tension et du relief. Et surtout, il faut identifier le cœur de l'histoire, le conflit, que ce soit un problème technique, un dilemme personnel ou une simple lutte contre la fatigue. Oui. C'est ce conflit et sa résolution qui donnent un sens à la journée et qui la transforment en une expérience qui mérite d'être partagée. Comme on l'a vu avec Léa, sa journée n'était pas juste une série de tâches, c'était un parcours. Avec des obstacles, des alliés et une morale à la fin. Exactement. Et ça nous amène à une idée plus large. Savoir raconter sa journée, ce n'est pas un simple exercice social ou linguistique. C'est un outil de réflexion. Ah oui, bien sûr. Ben oui, en mettant sa journée en mots, en la structurant comme une histoire, on est obligé de prendre du recul, d'identifier les moments importants, de comprendre ce qu'on a ressenti, ce qu'on a appris. Raconter, c'est donner du sens à son propre vécu. C'est une conclusion puissante. L'histoire de Léa se termine sur cette prise de conscience de l'équilibre entre les études et la vie. Ça m'amène à une dernière question, une piste pour aller plus loin. Je t'écoute. On a démonté ici la mécanique d'une journée réelle, avec ses imprévus et ses leçons. Mais si on devait faire l'exercice inverse, si on devait construire le récit de sa journée d'études idéale, quels mots, quel rythme, quel conflit choisirait-on? Serait-ce une journée sans aucun problème, parfaitement fluide? Bonne question. Ou est-ce que, paradoxalement, une bonne histoire, même idéale, a toujours besoin d'un grain de sable à surmonter pour être vraiment satisfaisante? Bonjour, aujourd'hui on se penche sur une leçon de français qui a pour but d'apprendre à décrire une journée d'études. Bonjour. Oui, un matériel très complet, très bien structuré avec un plan clair, vocabulaire, grammaire et puis une histoire pour mettre tout ça en pratique. C'est ça, la base est vraiment solide. Alors la question qu'on va se poser, c'est comment on peut transformer cette bonne structure en une expérience d'apprentissage qui soit vraiment plus immersive. Exactement, plus engageante pour l'apprenant. Bon, alors allons-y. Le premier point qui saute aux yeux, c'est l'ordre des choses. On a d'abord une liste de 50 mots de vocabulaire, 50, oui. puis 8 points de grammaire, et c'est seulement après tout ça, après avoir un peu ingurgité tout ça, que l'apprenant découvre l'histoire de Léa. Voilà. Et c'est là qu'on pense qu'en intégrant le vocabulaire et la grammaire au cœur même de la narration, on pourrait vraiment transformer l'apprentissage. C'est-à-dire qu'on passerait de la mémorisation un peu brute à une acquisition beaucoup plus intuitive. Le problème avec la structure actuelle, même si elle est très logique, c'est qu'elle sépare les outils, donc les mots, les règles, de leur utilisation. C'est un peu comme si on donnait une caisse à outils énorme à quelqu'un, C'est exactement ça. sans lui montrer le meuble qu'il doit monter. Voilà. Et le risque, c'est la surcharge cognitive. 50 mots d'un coup, c'est une montagne, quoi.
c'est décourageant avant même d'avoir commencé. Oui, on est dans une approche très, très académique. La théorie, puis la pratique. Mais ce que tu dis, c'est que ça peut être contre-productif en fait. C'est complètement la perspective. D'accord. L'histoire de Léa ne serait plus la conclusion, mais le point de départ, le véhicule de tout l'apprentissage. Le fil conducteur. C'est ça. On passerait à un apprentissage juste à temps. On découvre un mot ou une règle au moment précis où on en a besoin pour comprendre ce qui se passe dans l'histoire. C'est une idée intéressante. Mais concrètement, comment on fait ça sans que l'histoire devienne complètement hachée? J'imagine la lecture. Une phrase, une explication, une autre phrase. On perd le fil, non? C'est une très bonne question. L'équilibre est super important. Il ne s'agit pas de tout interrompre. L'intégration peut être plus subtile, plus élégante. D'accord. Imagine le début du récit, le réveil de Léa sonna à 7 heures. Là, le mot « réveil » pourrait être cliquable ou avoir un astérisque qui renvoie une petite note en marge. Ah oui, une info disponible mais pas intrusive. Exactement, le mot est appris au moment où il prend vie. Pareil pour la grammaire. Un peu plus loin, on lit « Elle a préparé ses notes ». Le moment parfait pour expliquer le passé composé. Bah voilà, on insère une petite explication très concise en utilisant cette phrase comme exemple numéro 1. La règle n'est plus une abstraction, elle devient la clé qui permet de comprendre l'action de Léa. On ancre la grammaire dans une image en fait. Je vois Léa qui prépare ses notes, j'associe l'image à la structure à préparer. Précisément, et on peut même pousser la logique plus loin pour organiser toute la leçon, au lieu de cette longue liste de 50 mots. Qui est un peu indigeste, il faut le dire. Oui, on pourrait créer des mini-lexiques par thème qui apparaissent à des moments clés de l'histoire. Par exemple, après le premier paragraphe, un petit encadré, le lexique du matin. Avec réveil, café, trajet. C'est ça. Et plus loin, au cœur des courons, avec amphithéâtre, concentration, prendre des notes. L'apprentissage suit le rythme de la journée de Léa. Ça le rend plus facile à digérer et, je pense, plus facile à mémoriser. Oui, c'est une approche vraiment narrative. On n'apprend plus, on découvre une histoire. Ce qui m'amène au deuxième point. L'introduction de la leçon promet d'aider l'apprenant à parler de ses journées avec précision et richesse linguistique. Quand on regarde les exemples comme le cours de mathématiques commence à 8h30, on a la précision, c'est clair. Mais la richesse, elle est où ? C'est le point suivant, oui. Pour vraiment atteindre cet objectif de richesse linguistique, le matériel pourrait aller plus loin, en offrant des alternatives plus nuancées, plus idiomatiques, des expressions qui sortent un peu du purement fonctionnel. Il y a un décalage en fait. Il y a un petit décalage entre l'ambition qui est affichée et le langage qui est proposé. Attention, les exemples actuels sont très bien, hein. Ils sont même nécessaires pour un débutant. Ils construisent une base solide. D'accord, mais ils ne donnent pas les outils pour passer à l'étape d'après. C'est ça. L'étape où on ne se contente plus de juste communiquer une information, mais où on commence à exprimer une émotion, une personnalité. C'est toute la différence entre dire « j'étais fatigué » et pouvoir exprimer comment on était fatigué. C'est passer de l'information au sentiment. Absolument. On donne à l'apprenant de quoi survivre, mais pas encore de quoi vraiment s'exprimer. La suggestion serait donc de proposer, pour chaque idée clé, une sorte d'échelle d'expression. Une échelle. C'est-à-dire ? On part de la phrase de base, simple, fonctionnelle, et on monte petit à petit vers des formules plus imagées, plus idiomatiques ou un peu plus soutenues. Ça permet à l'apprenant de choisir son niveau, mais aussi de découvrir la couleur de la langue française. D'accord. Donc on donne un éventail de choix. Mais est-ce que ça ne risque pas de créer de la confusion ? Comment savoir quand utiliser une expression familière ou une expression plus formelle ? Ah, mais c'est un point crucial. L'idée n'est pas de jeter des mots en vrac, il faut guider. Prenons la fatigue. La phrase de base, « J'étais fatiguée après 5 heures de cours ». Ok, très clair. De cours, j'étais lessivée. Et juste à côté, entre parenthèses, « familier entre amis ». D'accord. Puis une autre option, « Cette longue journée d'études m'a épuisée ». Et là, la note, « courant », s'utilise dans la plupart des contextes. On donne le mot et son mode d'emploi. On donne les clés du contexte, c'est souvent ça le plus difficile à apprendre. Mais oui, c'est fondamental. Et on peut faire ça avec des émotions plus complexes, comme le stress de Léa. Le texte pourrait dire « Elle ressentit un mélange de stress et de culpabilité ». C'est un peu plat. C'est un peu plat. Pour la richesse, on pourrait montrer comment on montre l'émotion au lieu de juste la nommer. Par exemple, elle se sentait tiraillée entre son projet et sa famille. Tiraillée, c'est une image forte. Oui, on visualise tout de suite. Ou encore de façon plus physique. Un nœud d'angoisse lui serra l'estomac. Là, on ne dit plus qu'elle est stressée, on le fait ressentir, même pour un mot simple comme « succès ».
Au lieu de j'ai eu du succès, on peut montrer des tournures comme rendre ce projet à temps fut une véritable victoire pour moi. On n'apprend plus juste un mot, on apprend à construire une phrase qui a de l'impact. On donne une palette de couleurs plus riche, et aussi quelques notions de comment les utiliser. Ça m'amène tout naturellement au troisième et dernier point. L'histoire de Léa est un super modèle de narration, mais j'ai l'impression qu'on montre une magnifique maison sans donner les plans de l'architecte. C'est une analogie parfaite. Le matériel donne les briques, c'est-à-dire le vocabulaire et la grammaire. Mais il pourrait aussi apprendre à l'élève à devenir l'architecte de sa propre histoire. La faiblesse est subtile là. Elle est subtile, oui. La leçon donne un bon exemple, mais elle n'enseignait pas la méthode. Comment on transforme une liste d'événements, je me suis levée, j'ai pris mon café, je suis allée en cours, en une histoire qui a un intérêt. L'apprenant peut imiter Léa, mais comment fait-il pour trouver une histoire dans sa propre journée qui lui semble peut-être banale ? Je vois. Mais est-ce qu'on ne risque pas de tomber dans trop de théories ? Pour quelqu'un qui se bat déjà avec la grammaire, ajouter des concepts de storytelling, ça peut faire peur, non ? Oui, la clé c'est de rester très, très pratique. On ne va pas faire un cours de scénario. L'idée c'est d'ajouter une petite section genre à vous de jouer. Construisez votre récit. On y mettrait juste quelques questions simples pour aider l'apprenant à trouver un angle. Ah, juste pour le guider. Voilà. Pour passer de la question « qu'est-ce que j'ai fait ?» à la question « qu'est-ce qui m'est arrivé d'intéressant aujourd'hui ?» C'est un peu comme en journalisme quand on cherche l'angle. Il faut trouver le conflit, l'émotion, le petit truc inattendu. C'est tout à fait cet esprit. On pourrait intégrer une petite boîte à outils du raconteur avec des questions très directes. Par exemple, quel a été le point culminant de votre journée ? Le moment le plus intense ? Voilà. Ou bien, avez-vous rencontré une difficulté inattendue ? Comment l'avez-vous surmontée ? Ou encore, quel sentiment a dominé votre journée ? Le stress, la joie, la fatigue, et pourquoi ? Ces questions forcent à analyser sa journée, à y trouver un fil narratif. On ne fait plus une simple liste, on donne un sens, une hiérarchie aux événements. Tout à fait. Et pour lier tout ça, on pourrait insister sur les connecteurs logiques. Pas juste d'abord, ensuite, enfin, qui sont purement chronologiques. Il faudrait aller plus loin. Oui, mettre en lumière les connecteurs de cause et de conséquences, parce que c'est ça le moteur d'une histoire. Mon ordinateur a planté, par conséquent j'ai dû improviser. Ou, bien que le cours fût difficile, il était passionnant. Le bien que, ça crée une tension, ça donne de l'intérêt. On apprend à construire une pensée complexe, pas seulement une liste d'actions. Et pour la touche finale, on peut aussi guider sur le choix des verbes, pour ajouter de la texture émotionnelle. Au lieu du très factuel « j'ai lu mes notes », On pourrait dire on pourrait suggérer « je suis plongé »,« je me suis plongé dans mes notes », ce qui implique la concentration. Ou « j'ai peiné à comprendre mes notes », ce qui montre la difficulté. Ou même « j'ai dévoré mes notes », qui montre l'enthousiasme. On donne les outils pour que le récit soit non seulement correct, mais vivant, personnel. parfait. Alors pour résumer, si je synthétise notre discussion, on a 3 grands axes d'amélioration pour faire passer cette leçon, qui est déjà très bonne, au niveau supérieur. C'est ça. Premièrement, réorganiser la leçon pour intégrer le vocabulaire et la grammaire directement dans l'histoire. On passe d'un apprentissage abstrait à un apprentissage en contexte. Plus intuitif. Beaucoup plus. Deuxièmement, enrichir les exemples. Proposer des échelles d'expression du simple à l'idiomatique en guidant sur les registres de langue pour vraiment tenir cette promesse de richesse linguistique. Et troisièmement, ajouter des outils pratiques, cette fameuse boîte à outils du raconteur, pour apprendre à l'élève à construire son propre récit et pas seulement à imiter un modèle. Lui donner les clés de son autonomie narrative. Exactement. Avec ces 3 principes, la leçon passerait d'un simple document d'information à une véritable expérience d'apprentissage. Une expérience qui prépare à une communication plus authentique, plus nuancée, plus personnelle en fait. Ces ajustements la transformeraient, c'est certain, en une expérience bien plus dynamique et efficace. Nous serions évidemment ravis de jeter un œil à une nouvelle version si vous décidez d'explorer ces pistes de réflexion. Bienvenue à notre échange. Aujourd'hui, on a entre les mains une leçon de français, un guide qui s'intitule « Comment décrire votre journée d'études ». C'est un document très complet. Il propose du vocabulaire, des points de grammaire et même une histoire modèle, celle d'une étudiante, Léa. Le dissident. Tout à fait. Et en le lisant, une question, je trouve, assez fondamentale émerge. Oui, une question qui touche vraiment au cœur de l'apprentissage. Quelle est la meilleure façon, la meilleure approche pédagogique
pour apprendre à raconter quelque chose d'aussi personnel qu'une journée? La leçon propose un chemin très balisé. D'abord les mots, puis la structure chronologique et enfin la correction grammaticale. De mon côté, je vais défendre cette approche structurée qui me semble être la fondation la plus solide pour construire un récit. Le dissident, Et moi, je prendrais la position inverse. Pour moi, cette approche, si sécurisante soit-elle, passe un peu à côté de l'essentiel. Je soutiendrais qu'une pédagogie vraiment efficace devrait commencer par l'expérience, par l'émotion, même si au début, ça signifie bousculer un peu la chronologie et accepter quelques imperfections. Le but, c'est de communiquer, pas juste de réciter une liste d'actions. Le débat est donc posé. Alors je commence. Ce qui me frappe d'emblée dans cette méthode, c'est C'est son efficacité et sa logique implacable. Elle prend vraiment l'apprenant par la main. On commence avec une liste de 50 mots. Ce n'est pas anodin. On y trouve les objets livre, ordinateur, les actions lire, écrire et les moments matin, soir. Ce sont les briques. Sans ces briques, on ne construit rien. Ensuite, et c'est là que je trouve la méthode très intelligente, elle impose une colonne vertébrale au récit. La chronologie. l'usage systématique de connecteurs comme d'abord, ensuite, enfin et du passé composé, ce n'est pas une contrainte, c'est un guide. C'est ce qui empêche de se perdre. Et l'histoire de Léa en est la preuve éclatante. Son récit est limpide, on la suit de son réveil à 7 heures jusqu'à son coucher. C'est clair, c'est propre, c'est compréhensible. C'est un échafaudage en fait, sur lequel n'importe qui peut s'appuyer. Le dissident. Je comprends parfaitement l'attrait de cet échafaudage. C'est rassurant, bien sûr. Mais la question que je pose, c'est à quel prix? En voulant à tout prix éviter la confusion, on enseigne une communication qui est, mécanique, presque robotique. Est-ce que raconter sa journée, c'est vraiment ça? Une simple énumération d'événements dans l'ordre où ils se sont produits? Pour moi, la véritable compétence, celle qui fait la différence, c'est la capacité à transmettre une signification, une atmosphère. Or, cette méthode relègue l'essentiel au second plan. On trouve bien les mots stress, difficulté, succès, mais ils sont traités comme de simples adjectifs qu'on vient plaquer sur une action. Ils ne sont jamais le moteur du récit. Reprenons l'histoire de Léa. Elle serait tellement plus humaine, plus engageante, si elle commençait par son vrai problème. Aujourd'hui, j'ai cru que je n'y arriverais jamais. Ça, c'est un début d'histoire. Commencer par « le réveil a sonné à 7 heures », c'est le début d'un rapport d'activité. Vous parlez de communication mécanique, mais je pense que c'est une mauvaise lecture de l'intention. Regardons cette fameuse liste de 50 mots. Elle n'est pas si mécanique que ça. Elle mélange volontairement le concret et l'abstrait. On a stylo et concentration, café et motivé. La leçon suggère justement que l'un ne va pas sans l'autre. L'émotion qualifie l'action, vous voyez. On a besoin du café pour être motivé. Le stress est lié à l'examen. C'est une vision très pragmatique et je trouve assez juste de la réalité. Nos sentiments sont ancrés dans les événements concrets de notre journée. Fournir cette liste, c'est donner une boîte à outils complète, pas seulement des pièces détachées. Le dissident. Une boîte à outils peut-être, mais tous les outils sont jetés en vrac. C'est là que je ne suis pas d'accord. Le fait de présenter café et concentration sur un pied d'égalité, comme deux items dans un inventaire, ça aplatit complètement leur relation de sens. Une approche plus fine et à mon avis plus efficace ne se contenterait pas de lister, elle structurerait le vocabulaire autour de l'expérience. Pourquoi ne pas créer des ensembles? Par exemple, un groupe de mots sur le thème « Gérer les défis » qui rassemblerait examen, difficulté, stress, concentration. Un autre sur les moments de répit avec pause café, amis, loisirs. Là, là, j'ai l'impression qu'on met un peu la charrue avant les bœufs, non? Comment voulez-vous qu'un apprenant structure sa pensée autour de thèmes expérientiels s'il n'est même pas capable de dire ce qui s'est passé en premier? Cette organisation que vous proposez, c'est d'une compétence de niveau avancé. Au début, on a besoin de repères simples, universels. Et le repère le plus universel qui soit, c'est le temps qui passe, la chronologie. Le dissident. Je ne crois pas que ce soit une compétence si avancée que ça. Je crois que c'est la façon dont notre cerveau fonctionne. Quand on pense à notre journée, on ne la déroule pas minute par minute. On pense aux moments forts, aux problèmes, aux réussites. Enseigner par thème, ce n'est pas plus compliqué. C'est juste plus significatif. On donne à l'apprenant des schémas de pensée, pas seulement une liste de courses de vocabulaire. On lui apprend à connecter les idées, pas seulement les mots. Mais pour connecter les idées, il faut une syntaxe, une grammaire, une structure. Et cette structure, c'est la chronologie qui la donne, de la manière la plus simple. Les connecteurs temporels, pendant, après, à 8h30, sont des phares dans la nuit pour quelqu'un qui apprend. Sans eux, c'est le chaos. C'est une question de survie communicative. L'histoire de Léa est un succès parce que cette structure est respectée à la lettre. On la suit du matin au soir,
étape par étape. Cette linéarité n'est pas un défaut, c'est une force immense. Elle garantit la clarté. Et la clarté, c'est la première politesse quand on parle une langue qui n'est pas la sienne. Le dissident. La clarté au détriment de l'authenticité? Soyons honnêtes 2 minutes. Qui, dans une vraie conversation, raconte sa journée comme ça? Si vous retrouvez un ami le soir, vous n'allez pas commencer par « Alors d'abord, mon réveil a sonné, ensuite j'ai pris ma douche ». C'est absurde. Vous allez dire « Tu ne devineras jamais ce qui m'est arrivé aujourd'hui ». Ou « Je suis complètement épuisé, j'ai eu une journée terrible ». On commence par le pic émotionnel, par ce qui est important. Bien sûr, mais ça, c'est une figure de style narrative. Pour comprendre et maîtriser l'inversion chronologique, le flashback, il faut d'abord maîtriser l'ordre chronologique lui-même. C'est la base. On apprend la règle avant d'apprendre l'exception. Le dissident. Mais la vie n'est pas une exception. Le récit thématique n'est pas une figure de style, c'est la norme dans la communication humaine. Regardons encore Léa. Le vrai cœur de son histoire, le moment qui donne un sens à tout le reste, c'est l'appel de son père au sujet de sa grand-mère malade. C'est cet événement qui la plonge dans un conflit intérieur, qui teinte sa fatigue d'une couleur particulière, qui change sa perception de ses études. Or, la méthode enseignée ici ne lui donne aucun outil pour faire de cet appel le centre de son récit. L'appel est traité comme un événement parmi d'autres. Après le déjeuner, mon père a appelé. C'est un rapport de police, pas une histoire. On lui apprend à faire un compte-rendu, pas à se raconter. Je vois où vous voulez en venir, mais pour se raconter, pour exprimer ce fameux pivot émotionnel, il faut des outils linguistiques précis. Et c'est exactement ce que cette leçon s'attache à construire. On ne peut pas exprimer un conflit intérieur complexe si on se bat avec la conjugaison du passé composé ou si on ne sait pas accorder un adjectif. La leçon insiste lourdement et à juste titre sur ses fondations. L'accord de fatigué, l'usage des prépositions à, dans, pour. Sans cette maîtrise de la mécanique de la langue, toute tentative d'expression nuancée est vouée au charabia. La précision grammaticale n'est pas l'ennemi de l'expression, elle en est la condition. C'est en maîtrisant ces règles qu'on gagne la liberté d'être créatif plus tard. Le dissident. C'est un argument qui s'entend, mais je pense qu'il repose sur une fausse dichotomie, comme si on devait choisir entre être correct et être expressif. Pourquoi ne pas viser les deux dès le début? Cette focalisation quasi obsessionnelle sur la mécanique risque de faire oublier le but du jeu. Transmettre du sens. Prenez l'exemple du verbe devoir. La leçon donne une phrase type « Je dois rendre mon devoir demain ». C'est grammatiquement parfait et terriblement plat. On n'apprend pas à Léa à exprimer son vrai dilemme, le conflit entre son devoir d'étudiante et son devoir familial. Le mot est le même, mais la réalité derrière est infiniment plus riche. Mais c'est une nuance qui vient avec le temps, avec la pratique. On ne peut pas tout enseigner dans une seule leçon. Il faut bien établir des priorités. La priorité numéro 1, c'est de donner à l'apprenant les moyens de construire des phrases correctes et compréhensibles. La nuance sémantique, la gestion des sous-entendus, ça vient dans un second temps. C'est une question d'étape. Le dissident. Je ne suis pas d'accord. Je pense que c'est une question d'approche dès le départ. Prenons un autre exemple de la leçon « J'étais fatigué ». La leçon s'assure qu'on n'oublie pas le « e » si on est une femme. C'est très bien. Mais elle ne donne aucune piste pour aller plus loin. Quelle fatigue? Physique, après avoir couru pour attraper le bus? Intellectuelle, après 3 heures de cours intenses? Émotionnelle, après la nouvelle de sa grand-mère? C'est ça, la vraie communication. C'est cette précision-là qui compte. La leçon se contente de la précision de surface, la précision technique, et elle ignore complètement la profondeur sémantique. Au fond, n'ont rien à dire d'intéressant. En résumé, pour moi, cette approche méthodique reste la voie royale. Partir du vocabulaire concret, bâtir dessus une structure chronologique claire et s'assurer que les fondations grammaticales sont solides. C'est le chemin le plus sûr, le plus efficace pour permettre à n'importe qui de décrire sa journée de manière cohérente. C'est la base, la fondation indispensable sur laquelle plus tard on pourra construire tous les étages de la nuance et de la créativité. Le dissident. Et pour ma part, je reste convaincu qu'une pédagogie efficace doit, dès le premier jour, aller au-delà du simple inventaire d'actions. Elle doit enseigner à trouver le cœur de son expérience et à l'articuler. Il faut structurer le récit autour des émotions, des défis, des réflexions, car c'est là que se trouve la vraie communication. C'est ce qui crée du lien, ce qui permet de partager une vision du monde et pas seulement une liste de faits. Finalement, nos deux visions ne sont peut-être pas si irréconciliables. La leçon elle-même, en plaçant des mots comme stress ou succès aux côtés de stylo et livre, montre bien qu'elle sent cette tension. La vraie question, et c'est peut-être là que nos avis divergent le plus, c'est celle de la priorité. Par où commencer? Sur quoi faut-il insister en premier? Ce matériel, en tout cas,
a le mérite de nous forcer à réfléchir à la manière dont on transforme une simple séquence d'événements en une histoire qui a du sens. Alors, comment on fait pour raconter sa journée en français? Eh bien aujourd'hui, on va justement le découvrir ensemble en suivant l'histoire d'une étudiante. Franchement, c'est la meilleure manière de voir comment le vocabulaire et la grammaire s'animent dans une vraie situation. Parce que la vraie question, c'est ça, non? Comment on prend une journée, qui peut sembler super banale, et on la transforme en quelque chose de captivant? Allez, c'est ce qu'on va voir tout de suite. Et pour ça, il n'y a pas de secret. Le mieux, c'est de plonger dans du concret. Alors, on va suivre pas à pas la journée de notre personnage du jour, Léa. En la suivant, les mots, la grammaire, tout ça va devenir beaucoup plus clair. Alors, qui est Léa? C'est une jeune femme de 9 ans, elle est étudiante en com. Et attention, elle a un gros projet à rendre dans 3 jours seulement. Autant dire que ce projet, ça va être le fil rouge de sa journée. Et ça nous amène directement à notre premier mot-clé, motivé. C'est vraiment son état d'esprit au réveil. C'est ce qui va lui donner la pêche pour se lancer, malgré la pression qui pèse sur ses épaules. Et sa journée démarre sur les chapeaux de roue. Le réveil sonne et là, au lieu d'appuyer sur snooze, hop, elle saute du lit. La raison, elle a une idée de génie pour son projet pendant la nuit. Ça sent la journée productive à plein nez. Ok, petit aperçu de ce qui l'attend. On a le réveil, le café, les cours, l'atelier, jusqu'à la révision le soir. C'est un peu notre plan de la journée. Ça va nous aider à suivre son parcours. Même dans le métro, pas de temps à perdre pour Léa. Elle est du genre à optimiser chaque minute. Donc, dans les transports, elle se met un podcast sur l'innovation, histoire de piocher des idées. Une super manière de rester dans le bain, non? La voilà arrivée à la fac, le centre névralgique de sa journée. Et qui est-ce qu'elle croise? Son amie Marie. Et oui, parce que même quand on est super concentré sur ses études, les moments avec les amis, ça reste hyper important. Tiens, pour raconter tout ça, ce que Léa a fait, par exemple quand on dit qu'elle est arrivée, on utilise un temps super important en français, le passé composé. C'est vraiment le temps idéal pour décrire des actions qui sont finies, terminées. J'ai préparé, elle est allée. C'est le temps du récit, tout simplement. Alors, la petite subtilité avec le passé composé, c'est de choisir entre avoir et être. Mais en fait, la règle de base est assez simple. On va utiliser être avec les verbes qui indiquent un mouvement, comme aller, arriver, partir. Par exemple, Léa est arrivée. Pour quasiment tout le reste, on prend avoir, comme quand elle a discuté avec son prof. Simple, non? Bon, revenons à notre histoire. Premier cours de la journée, communication et éthique. Ça tombe bien, c'est en plein dans le mille pour son projet. Et là, on voit bien qu'elle est sérieuse. Elle ne fait pas que écouter, elle prend des notes ultra détaillées. Clairement, chaque info compte. Juste après le cours, moment sacré, la pause café. Cette fois, c'est avec sa colocataire, Inès. En France, la pause café, c'est plus qu'une boisson, c'est un vrai rituel pour souffler un peu et discuter. Pour que l'histoire tienne la route et soit facile à suivre, on a besoin de petits mots magiques. Ce sont les connecteurs, du style « d'abord elle s'est levée, ensuite elle est allée en cours, après elle a pris un café et enfin elle finira sa journée ». Vous voyez? C'est ça qui donne une structure. C'est un peu la colonne vertébrale de notre récit. Évidemment, une journée d'étudiante, ce n'est jamais un long fleuve tranquille. Et voilà le premier pépin qui arrive, un souci technique. Le logo de leur projet ne veut pas se charger. Ah, le classique du travail en équipe, quand la technologie vous lâche. Et là, le prof leur sort une phrase pleine de sagesse. Il leur dit que la technique, c'est comme les études. Il faut être patient et chercher des solutions. C'est génial parce que ça va au-delà du simple bug informatique. C'est une vraie leçon de vie, non? La patience et la débrouillardise, c'est essentiel. Et juste après ce petit moment de stress, voilà le soulagement. Pendant la pause déjeuner, Léa apprend une super nouvelle. L'examen de grammaire est reporté. Ouf! Ça allège tout de suite la pression. Un peu d'air frais dans une semaine qui s'annonçait intense. Mais alors que tout semblait aller mieux, voilà le vrai coup de théâtre de la journée. Un SMS inattendu. Sa grand-mère est malade. Et là, tout bascule. C'est typiquement le genre de moment où il faut revoir toutes ses priorités. Et ça nous amène à un mot qu'on connaît tous un peu trop bien, le stress. Mais là, on ne parle pas juste de la pression des études. C'est cette tension, ce nœud à l'estomac quand la vie perso et les études s'entrechoquent. Face à ça, Léa prend une décision difficile. Elle décide de rentrer. La famille d'abord, même si ça veut dire mettre son projet en pause. On voit bien ces valeurs-là. Mais c'est compliqué dans sa tête, hein. Elle est à la fois inquiète pour sa grand-mère et en même temps, elle culpabilise un peu de laisser tomber son travail. Une fois qu'elle a vu de sa grand-mère aller mieux et se reposer, elle est rassurée. Et attention, elle ne lâche rien. À 18h, elle se remet direct au boulot. Ça montre une sacrée discipline. Sa capacité à gérer une urgence puis à se reconcentrer direct sur ses objectifs, chapeau.
En fait, si on résume sa journée, on voit bien la réalité de la vie étudiante. Ce n'est jamais une ligne droite, hein. C'est toujours un jonglage permanent entre le travail qu'on a prévu, les imprévus qui vous tombent dessus sans prévenir, et bien sûr les pauses qui sont absolument vitales pour tenir la distance. Et on arrive à la fin de cette longue journée. Il est 22h30, Léa est épuisée, c'est sûr, mais elle ressent aussi ce sentiment génial d'accomplissement. Parce que malgré tous les obstacles, elle a avancé, elle n'a rien lâché. Et finalement, la morale de cette histoire, la vraie leçon que Léa a apprise aujourd'hui, elle n'est pas dans ses livres de cours. Elle a compris que les études c'est important, mais que la vie, c'est aussi ces moments de solidarité. C'est cet équilibre entre le travail et les gens qu'on aime qui est essentiel. Voilà, l'histoire de Léa nous a donné tous les outils, le vocabulaire, un peu de grammaire et surtout une structure. Alors la question maintenant c'est, en s'inspirant de son parcours avec ses hauts et ses bas, comment est-ce qu'on pourrait raconter sa propre journée? C'est le meilleur exercice pour mettre tout ça en pratique. Bonjour. Alors aujourd'hui, on va s'attaquer à quelque chose que tout le monde vit, une journée d'études. Mais on va voir comment, en français, on peut transformer cette simple routine en une histoire vraiment intéressante. C'est une façon géniale de rendre l'apprentissage beaucoup plus vivant. Tout commence souvent par cette question, pas vrai? Comment s'est passée ta journée d'études aujourd'hui? Ça a l'air tout simple, mais en réalité, c'est une occasion en or pour vraiment s'exprimer. Pour aller plus loin que le simple « bien, merci ». C'est le petit défi qu'on va décortiquer ensemble. Parce que oui, c'est ça le plus important. Ce n'est pas juste une question pour avoir des faits. C'est une véritable invitation. Une invitation à partager une expérience, à créer une connexion, à raconter une petite histoire. Quand on répond bien, on ne fait pas qu'énumérer des actions. On construit un lien. Pour que tout ça soit bien concret, on va suivre une journée type, celle de notre personnage, Léa. C'est une étudiante de 19 ans, on va la suivre de manière chronologique, en commençant, bien sûr, par son matin. Et voici le programme de sa journée en un coup d'œil. Le réveil à 7 heures, les cours qui commencent, le déjeuner, le retour à la maison et la fin de journée. Ça nous donne une structure bien claire pour l'histoire qui va suivre. Allez, on se lance dans le récit. La journée de Léa commence super bien. Elle se réveille pleine d'énergie, avec ce qu'elle pense être une idée géniale pour son projet final. Bref, un début de journée qui s'annonce vraiment prometteur. Et voilà ce qu'elle se dit dans sa tête. Aujourd'hui, je vais tout mettre en place. On sent bien sa détermination, non? C'est un excellent exemple de phrase pour exprimer la motivation et ses projets pour la journée. Alors, petite pause. Pour raconter une histoire qui se tient, il faut des mots pour la structurer. Ces 4 mots, ce sont des outils essentiels. Ils transforment une liste de choses à faire en un récit fluide et cohérent. D'abord, ensuite, après et enfin. C'est ce qui va donner du rythme à son histoire. Bon, maintenant qu'on a ces petits mots en tête, retournons à l'aventure de Léa. On la retrouve qui arrive à l'université, prête pour ses cours et ses projets de groupe. Et là, attention, point grammatical super important. Pour raconter ce qu'elle a fait, Léa va utiliser un temps bien précis, le passé composé. C'est vraiment le temps du compteur, celui qu'on utilise pour parler d'actions qui sont terminées. Le maîtriser, c'est la clé pour savoir raconter des histoires en français. L'histoire continue. En classe, elle prend des notes bien appliquées. Et puis, pendant un travail de groupe, premier petit obstacle de la journée, un problème technique. C'est une bonne occasion pour apprendre du vocabulaire utile comme projet ou difficulté. Face à ce petit pépin, son professeur lui donne un conseil, une petite parole de sagesse. C'est un très bel exemple de la façon dont on peut exprimer un conseil et même faire une comparaison en français. D'ailleurs, pour décrire son cours comme intéressant ou sa journée comme fatigante, Léa doit utiliser des adjectifs. Et en français, il y a une règle d'or. L'adjectif doit toujours s'accorder avec le nom. C'est essentiel pour ajouter des détails précis et pour que le récit soit plus vivant, plus coloré. Et puis, dans la vie étudiante en France, il y a ce moment presque sacré, la pause café. Ce n'est pas juste pour boire un café, c'est un vrai rituel social, un moment pour souffler, discuter avec les camarades et recharger les batteries. Allez, on avance. Jusqu'ici, la journée de Léa se déroule plus ou moins comme prévu. Mais on sait bien qu'une journée réserve toujours son lot de surprises. L'imprévu ne va pas tarder à arriver. Et le voilà, l'élément perturbateur. Alors qu'elle est en pleine concentration à la bibliothèque, Léa reçoit une nouvelle qui change tout. Son père lui envoie un message. Sa grand-mère est malade. D'un coup, le stress s'invite dans son histoire. Et là, elle fait face à un vrai dilemme. Ce graphique l'illustre bien. D'un côté, son projet final, qui est une grosse priorité. De l'autre, sa famille, qui représente une urgence émotionnelle. Un choix difficile se présente à elle. Cette simple phrase capture parfaitement son conflit intérieur. On sent bien l'opposition entre le mot « crucial » qui est très fort et l'expression « avoir besoin de moi » qui est tout en affectif, en lien humain.
Alors, comment est-ce que Léa va gérer cette fin de journée compliquée? Et surtout, qu'est-ce qu'on peut apprendre de la manière dont elle va résoudre ce dilemme? Et voilà la résolution de l'histoire. Après avoir passé du temps avec sa grand-mère, Léa se remet au travail à 18h. Elle ne lâche rien. Elle se concentre, elle rédige, elle révise, elle va jusqu'au bout de ce qu'elle avait à faire. Quelle détermination! Si on devait retenir quelques mots-clés de cette journée, ce serait cela. Ils représentent tout le vocabulaire nécessaire pour parler d'une journée pareille. Organisation, stress, mais aussi la capacité à comprendre ses priorités pour finalement trouver une forme de succès dans cet équilibre. Ce tableau, c'est un excellent résumé de l'arc narratif de la journée. Il connecte chaque grand moment, le matin, l'après-midi, le soir, à une phrase clé en français. C'est un modèle parfait pour structurer son propre récit. Finalement, le point essentiel, il est là. D'écrire une journée d'études, ça ne se résume pas à lister des cours. C'est raconter une histoire. Une histoire de concentration, bien sûr, mais aussi d'imprévus et de cette recherche constante d'équilibre entre tout ça. Et cette dernière pensée de Léa, elle conclut tout à merveille. Elle résume la grande leçon de sa journée. C'est une réflexion puissante qui donne une dimension beaucoup plus humaine et profonde à son expérience. Du coup, on boucle la boucle. On en revient à la question du tout début. Mais maintenant, avec l'exemple de Léa et tous ses outils, cette question prend une toute autre saveur. C'est un bon exercice à faire. Comment est-ce que chacun pourrait raconter sa propre journée en français? On a tous connu ça, non? Cette petite difficulté au moment de raconter sa journée en français. Parfois on cherche ses mots, on hésite un peu. Eh bien aujourd'hui, on va voir comment transformer ce moment en une histoire vraiment captivante. C'est la question classique, n'est-ce pas? Comment s'est passée ta journée? Et bien souvent, la réponse, elle est super courte. On se contente d'un bien, fatigante ou longue. Mais au fond, ça ne raconte pas grand-chose, si? Absolument. Et c'est là que ça devient intéressant, parce que réussir à aller au-delà de ce simple « bien », c'est un vrai super pouvoir de communication. Alors dans les minutes qui suivent, on va construire ce super pouvoir, ensemble. On va découvrir les outils pour pouvoir raconter sa journée avec plein de détails et surtout avec confiance. Alors pour bien comprendre comment ça marche concrètement, on va faire quelque chose de simple. On va suivre une journée. Pas n'importe laquelle, la journée de Léa. Léa, c'est un peu notre héroïne du jour, une étudiante qui a une deadline très importante. Et au cœur de toute sa journée, il y a un mot qui pèse lourd, le projet. Il s'agit d'un projet final sur les réseaux sociaux. Et attention, il est à rendre dans seulement 3 jours. Autant dire que la pression est bien là, mais la motivation aussi, heureusement. Et sa journée, elle commence sur les chapeaux de roue. 7h du matin, le réveil sonne. Mais Léa, elle n'est pas du tout fatiguée. Bien au contraire, elle déborde d'énergie. Pourquoi? Parce qu'une idée de génie pour son projet lui est venue pendant la nuit. Franchement, c'est le départ idéal, non? Justement, jetons un petit coup d'œil au programme de sa journée. C'est un peu notre feuille de route pour suivre son histoire, depuis ce réveil plein d'entrain jusqu'au repos, qui sera, on s'en doute, bien mérité. Et ça tombe bien, son premier cours est pile dans le mille, communication et éthique. Elle écoute hyper attentivement son prof parler de la responsabilité des plateformes en ligne, et là elle note. Elle note chaque idée. Pour elle, chaque mot, c'est une pépite d'or pour son projet. Bon, la matinée a été super productive. Mais l'après-midi, l'après-midi réserve à Léa et à son groupe leur tout premier obstacle de la journée. Et là, c'est le moment que tout le monde redoute, vous savez. Ils sont en plein atelier de design, en train de finaliser les visuels de leur présentation et... paf, le bug. Leur logo ne veut plus s'afficher. C'est un petit détail, bien sûr, mais c'est terriblement agaçant quand ça arrive. C'est ça, le mot parfait pour décrire leur situation, c'est une difficulté. Un petit grain de sable dans l'engrenage, un obstacle qui vient tout bloquer et qui met leur patience à rude épreuve. Heureusement, leur prof, Madame Leroy, arrive à la rescousse. Super calmement, elle leur montre comment convertir le format du fichier et hop, problème résolu. Et elle en profite pour leur donner une vraie leçon avec cette phrase « La technique, c'est comme les études. Il faut être patient et chercher des solutions. » Une petite phrase à retenir, ça. Mais attention, la journée de Léa est loin d'être terminée. Et là, un imprévu, un truc personnel, va venir absolument tout chambouler. C'est vraiment le tournant de sa journée. Imaginez la scène. Elle est à la bibliothèque, super concentrée, et son téléphone vibre. C'est un message de son père. Et d'un coup, le projet, qui était si crucial quelques secondes avant, paraît bien loin. Léa se retrouve face à un choix, à un vrai dilemme, ses études ou sa famille. Forcément, Léa ressent un énorme mélange de stress et de culpabilité. Quitter la bibliothèque maintenant, ça veut dire prendre du retard, c'est certain. Mais sa grand-mère, elle a besoin d'elle, alors elle n'hésite pas. Elle part, tout en sachant que sa soirée va être très longue. Une fois arrivée chez elle, le soulagement est immense. En fait, sa grand-mère est juste fatiguée, mais elle est surtout très heureuse de la voir. Finalement, cet imprévu lui a permis de remettre les choses en perspective, de se rappeler ses priorités, et maintenant,
Eh bien, elle est encore plus déterminée à boucler son travail ce soir. C'est exactement ça, la résilience. Vous voyez, l'histoire de Léa, c'est un exemple parfait de ce qu'on peut faire. On a suivi sa journée, c'est haut, c'est bas. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est décortiquer tout ça. On va regarder de plus près les outils qu'elle a utilisés pour qu'on puisse ensuite raconter sa propre journée. Alors, pour bien construire une histoire, il faut penser à 2 piliers essentiels. D'un côté, on a la grammaire de l'action. C'est simple, ça répond à la question « quoi ?» Qu'est-ce qui s'est passé? Et pour ça, on utilise le passé composé. De l'autre côté, il y a la grammaire de la séquence. Là, on répond à la question « quand ?» Quand est-ce que ça s'est passé? Et là, ce sont les mots de liaison qui nous aident. Le passé composé, c'est vraiment la clé de voûte. Mais pas de panique, c'est assez simple en 2 étapes. Étape 1, on choisit son auxiliaire, soit avoir, soit être. Étape 2, on ajoute le participe passé du verbe principal. Par exemple, dans notre histoire, on a dit « son réveil a sonné ». C'est parfait, l'action est terminée, l'histoire est racontée. C'est aussi simple que ça. Et pour finir, voici la petite boîte à outils indispensable. Pour mettre de l'ordre, pour la séquence, on a les fameux « d'abord »,« ensuite »,« après »,« enfin ». Pour décrire ce qu'on fait, les verbes d'action, lire, écrire, réviser, discuter. Et super important pour donner de la couleur à l'histoire, les mots d'émotion, motivé, fatigué, content, stressé. Avec ça en poche, on est vraiment paré pour se lancer. Alors voilà, maintenant c'est à chacun de jouer. En reprenant tous ces outils et en gardant l'exemple de Léa en tête, comment est-ce qu'on pourrait raconter sa propre journée? Quels ont été les moments forts, les petits défis, les grandes ou petites victoires? Allez, c'est le moment de se lancer et de raconter sa propre histoire.